bonjour à tous les élèves et les visiteurs du forum AFFC qui nous regardent. Vous êtes connectés à la table ronde de transport et mobilité. Vous êtes intéressés par les métiers du transport routier, de la logistique, les métiers du transport aérien. Vous vous questionnez sur les études post-bac dans ces filières, mais aussi sur les possibilités de mobilité internationale. Nous allons essayer de répondre à vos questions. Et pour cela, j'ai invité 3 personnes ressources, 3 intervenants qualifiés. Madame Caroline Gouy, déléguée régionale PACA de l'AFT, l'Association pour le développement de la formation professionnelle des transports et de la logistique. Monsieur Laurent Battisti, consultant en aéronautique. Et enfin, Madame Pauline Miranda, informatrice jeunesse, référente Eurodesk. Je vais tout de suite laisser la parole à Madame Caroline Gouy pour sa présentation des formations et métiers du transport et de la logistique. Eh bien, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur ce forum. Vous êtes étudiants, futurs étudiants en tout cas, vous allez devoir choisir votre orientation. Eh bien, donc l'AFT, une des missions de l'AFT, c'est justement de venir vous parler de ces métiers et de ces filières d'accès des filières d'accès à ces métiers. Alors déjà, peut-être vous parler de la logistique très brièvement. Donc la logistique, très simplement, c'est quoi? C'est l'optimisation de la gestion de flux. Alors ce sont des flux de marchandises, des mouvements de marchandises, des flux de personnes, d'informations ou des flux financiers. Tout ça, c'est de la logistique. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler, alors en peu de temps, mais vous parler donc de la logistique et de flux de marchandises et de personnes, essentiellement de marchandises et de personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que la logistique, alors le transport est une activité logistique, d'accord? On différencie par simplification pour une meilleure compréhension, mais encore une fois, le transport, c'est de la logistique. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la logistique s'inscrit complètement déjà dans notre monde contemporain. Donc, je voudrais vous parler donc des évolutions de notre secteur transport logistique et vous dire que nous entrons dans ce nouveau monde avec donc la mise en place et l'utilisation de nouvelles technologies. Il faut savoir que dans la logistique, vous avez maintenant dans les entrepôts des exosquelettes. Vous avez également, vous avez dû entendre parler, on en parle de plus en plus, de véhicules autonomes. Ça, c'est une partie technique. Et également, le transport et la logistique se lancent à la conquête donc, de l'écologie, puisque nous sommes également sur des projets de réduction des gaz à effet de serre, par exemple, dans la conduite, dans le transport routier de marchandises et de voyageurs. Alors ça, c'est vraiment les gros enjeux de notre secteur pour l'avenir. Et puis, comment vous pouvez-vous maintenant vous projeter dans nos secteurs d'activité? Alors, il y a plein de métiers. Vous avez sans doute entendu parler du métier de conducteur routier, de marchandises de voyageurs, du métier de préparateur de commandes ou de cariste. Aujourd'hui, moi, je suis venue plutôt vous parler de métiers dont on parle peu, et donc des filières d'accès qui existent sur votre territoire, sur notre région au Provençal-Côte d'Azur. Je vais donc vous parler du métier d'exploitant. Ce métier d'exploitant, il est assez emblématique du transport routier de marchandises, puisque c'est une personne qui vise à mettre en relation un client, de la marchandise, un véhicule et un conducteur routier. Et son job au quotidien, c'est vraiment d'optimiser ces relations. Je dois faire un transport donc pour Paris de marchandises alimentaires, eh bien, je vais devoir utiliser le chemin qui coûtera le moins cher et qui sera en capacité de satisfaire au mieux mon client. Donc, quand je suis exploitant, j'ai une mission d'organisation et puis je suis aussi un manager. Toujours dans ces métiers un peu emblématiques du transport, j'ai aussi un métier, le métier d'agent de transit. Alors, l'agent de transit, c'est celui qui va organiser le transport de marchandises à l'international. Alors, il va avoir différentes missions. Une mission commerciale, il va rendre service à son client. Le client, je suis exportateur de café, j'ai envie d'expédier mon café en Europe, par exemple. Eh bien, je vais organiser, en agent de transit, je vais organiser tout le cheminement de la marchandise. Organiser le transport, faire des déclarations en douane,
réceptionner donc la marchandise dès lors qu'elle va arriver sur le territoire. Là, je suis un organisateur de transport et je ne saurais que trop vous recommander là pour ce type de métier de maîtriser donc la langue anglaise. Ça, c'est une impérieuse nécessité puisqu'on va travailler avec tous les pays du monde et la langue du commerce est naturellement l'anglais. Alors ça, je vous parle donc de deux métiers du transport. Si on va plutôt vers de la logistique, je vous parlerai aussi de deux métiers assez emblématiques. Le gestionnaire de stock. Alors, le gestionnaire de stock, c'est quelqu'un qui assure et qui optimise la gestion de ses stocks. Alors, aussi bien en entrée et en sortie dans un entrepôt, par exemple, pour éviter le risque de rupture. La rupture de stock, c'est quand je vais moi-même en tant que citoyen dans un supermarché, par exemple, et que j'ai plus la marchandise qui va bien. Et bien là, peut-être en remontant, on s'apercevrait que il y a eu un problème dans la gestion des stocks. Donc, la responsabilité de ce gestionnaire de stock, c'est ça, c'est de mettre en place un système qui permet d'éviter la rupture de stock. Donc, un métier également d'organisation où il faut faire preuve d'initiative, avoir aussi un esprit d'équipe. Alors, je voudrais parler aussi d'un métier, le métier de directeur, directrice supply chain. C'est la personne donc, qui va élaborer et piloter la stratégie de développement au niveau d'un groupe qui va faire de la logistique pour son propre compte ou pour le compte de clients tiers. Donc lui, son rôle, c'est un rôle plutôt stratégique. On a vu que le gestionnaire de stock était plutôt dans un rôle opérationnel. Le rôle du directeur de la directrice supply chain, c'est plutôt un rôle stratégique. Il va devoir analyser les processus de tous les services qui vont travailler, qui vont œuvrer vers l'optimisation de cette gestion de flux dont on parlait précédemment. Et donc, lui, plus il est davantage sur une approche stratégique de la logistique. Il va assurer l'interface aussi entre la production, la logistique d'approvisionnement, les services commerciaux et financiers. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est, je l'ai dit, qui a une vision macro de toute la chaîne logistique. Alors là, naturellement, pour accéder à ces métiers, on va vous demander bien souvent de l'anglais, parce que les groupes sont implantés un peu partout dans le monde. On va vous demander une bonne disponibilité, une bonne mobilité géographique, et puis une capacité d'organisation, une capacité d'analyse. On est sur un métier, encore une fois, stratégique. Alors, pour aller vers tous ces métiers, on a ce qu'il nous faut en région PACA. Je vous rappelle que vous avez donc des BTS, gestion des transports et logistique associés. Alors, vous en avez sur tout le territoire, vous en avez sur Cavaillon, vous en avez sur Cannes, vous en avez sur Marseille, bref, vous en avez sur tout le territoire. Vous avez aussi un IUT, l'IUT Transport Logistique à Aix-en-Provence, qui va vous préparer maintenant à un BUT, un bachelor universitaire de technologie, qui va vous permettre d'accéder à un Bac+3 et qui va valider donc des savoirs et des compétences donc en transport et logistique, transport marchandises, transport de personnes. Ensuite, si vous voulez aller aussi au-delà, vous avez des masters en logistique. On a le centre le CRETLOG, ex-Marseille Université, donc le CRETLOG, qui va vous préparer à des Master 2, des Master 1, des Master 2 en logistique, et puis ensuite des doctorats. Vous avez, à côté de ces dispositifs, de ces diplômes, vous avez également des titres professionnels qui sont des titres délivrés par le ministère de l'Emploi, qui sont des titres à Bac+2, +3, +4 et +5, et qui vont vous permettre donc d'accéder aussi, d'acquérir des compétences pour aller vers ces métiers. Alors, vous avez des écoles qui préparent à ces titres professionnels, vous avez l'ISTELI et vous avez l'ITIP. Donc, ce sont des structures que vous allez retrouver sur Marseille, également pour certaines en Avignon et également sur Nice. En tous les cas, nous, on espère vous retrouver dans notre secteur d'activité. Je vous rappelle que de la logistique, on gère des flux et que des flux, vous en avez dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'alimentation ou dans la cosmétique, dans le paramédical, bref, dans tous les secteurs d'activité, vous avez de la logistique. On espère vous y retrouver très vite puisque vous allez devoir vous orienter assez rapidement maintenant. Merci. Merci Madame Gouy pour votre présentation très concrète et complète.
Je constate que nous avons déjà des questions par chat et justement une qui se pose, c'est où peut-on trouver toutes les formations que vous avez citées? Existe-t-il, Madame Gouy, un recueil de toutes les formations, un endroit où les étudiants pourraient se connecter pour connaître l'ensemble des formations du transport et de la logistique? Alors oui, on a un site Choisis ton avenir. Alors vous avez le site de l'AFT, bien sûr, aft-dev comme développement.com, et on a le site Choisis ton avenir où vous allez avoir, là je vous ai présenté 4 métiers, mais vous allez avoir pléthore de métiers sur ce site avec toutes les filières d'accès à ces métiers. Rendez-vous donc sur choisistonAvenir.com. Excellent slogan. Merci. Eh bien, je vais laisser la parole désormais à Monsieur Battesti, qui est consultant en aéronautique, pour un exposé sur les métiers du transport aérien et un focus plus particulier sur le métier et la formation de personnel navigant commercial. Monsieur Battesti, à vous. Merci Vanessa. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite introduction de mon parcours professionnel. Donc je suis PNC, donc personnel navigant commercial, que tout le monde connaît certainement plus sous le nom de steward ou d'hôtesse de l'air pour le personnel féminin. J'exerce mon métier depuis 23 ans en compagnie aérienne. J'ai évolué vers des postes de responsable de cabine puis d'instructeur contrôleur. Depuis 2 ans, je suis également consultant donc en aéronautique spécialisé sur le métier de PNC que je m'efforce de faire découvrir aux jeunes de la région parce que c'est un métier qui est encore méconnu dans son ensemble et qui mérite qu'on s'attarde dessus. Et je suis aussi créateur d'une société qui s'appelle Vue du Ciel, qui est dédiée spécialement au recrutement et à la préparation des entretiens d'embauche. Je vais faire une petite introduction maintenant concernant l'aéronautique et le monde de l'aérien. C'est un monde qui reste extrêmement riche et vaste en termes de potentiel, de possibilités d'emploi et de plans de carrière. Au sein d'une même société, on peut avoir des besoins qui sont complètement divers, multiples. Par exemple, si on prend Airbus Industrie, qui est l'un des plus grands groupes industriels en France et en Europe, Airbus compte 130 000 employés. Dans ces 130 000 employés, il n'y a pas uniquement des ingénieurs en conception aéronautique. On va retrouver des jeunes issus, diplômés de master en lean management pour tout ce qui va être amélioration de la productivité, de la qualité, d'autres jeunes issus diplômés de master en manufacturing pour tout ce qui va être création, fabrication de pièces, des jeunes diplômés de hautes écoles de commerce pour tout ce qui va être achat, marketing, des agents de production titulaires d'un baccalauréat professionnel. Donc la liste peut être encore relativement longue dans ce procédé. C'est un petit peu le même concept pour la compagnie aérienne. On va avoir les métiers dits du sol, qui sont les métiers administratifs comme les ressources humaines, secrétariat, gestion, comptabilité et j'en passe, et des métiers qui sont un petit peu plus dits de terrain, comme par exemple l'agent de trafic, que certaines compagnies appellent chef avion ou cordeau, qui va gérer tout ce qui va être opération au sol de l'avion, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de l'acheminement du carburant à l'avion, de l'embarquement et du débarquement des passagers, des opérations de nettoyage, gestion de litiges en cas de retard, etc. Et il va y avoir donc les métiers qui sont directement au sein de l'avion, donc les pilotes, que nous appelons nous dans notre jargon aéronautique les PNT pour le personnel navigant technique, et les PNC, donc les personnels navigants commerciaux, qui sont les hôtesses de l'air et les stewards. Donc je voudrais faire un petit focus aujourd'hui sur ce métier, parce que l'image du PNC, elle est un petit peu faussée. On se représente le PNC dans son uniforme, en train d'accueillir des passagers ou de faire un service à bord. Mais derrière cela, en fait, il y a une formation qui est quand même complète, qui est diplômante, qui est dispensée par des écoles spécialisées dans les métiers de l'aéronautique un petit peu partout dans les grandes villes françaises. Et cette formation, elle est complète en termes de connaissances. On va apprendre à l'élève à se préparer aux notions de base de l'aéronautique, à savoir ne serait-ce que comment vole un avion,
quels sont les équipements de sécurité que l'on peut trouver à bord de l'avion, quels sont les composants, comment on les utilise. On va apprendre également à lutter contre un incendie à bord, à préparer une cabine pour faire une évacuation, à dispenser des soins de premier secours. Donc, c'est quand même une formation qui est complète pour un métier qui est relativement polyvalent. C'est une formation qui est courte en termes de durée parce qu'elle dure uniquement que quelques mois. Et à l'issue de cette formation qui est assez costaud en termes de choses à assimiler, il n'y a rien de bien compliqué, il y a un examen théorique et pratique. Si l'élève réussit son examen, il y a une licence qui est délivrée par la Direction générale de l'aviation civile, donc la DGAC, qui lui permettra d'exercer à bord des avions de ligne dans les compagnies aériennes françaises. Concernant le métier en lui-même, c'est un métier pas uniquement de représentation commerciale, c'est un métier qui est fatigant en termes de gestion sur l'organisme pour le corps. Il y a les décollages et les atterrissages où il y a une pression qui est exercée sur l'organisme. On évolue dans des cabines qui sont des cabines pressurisées. Donc, c'est un métier relativement fatigant, ne serait-ce aussi que par les décalages horaires pour ceux qui font des longs courriers, les levées tôt, les nuits blanches. Donc, il faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, être résistant, savoir se reposer, mais il y a quand même évidemment des repos conséquents par rapport à cette fatigue. La qualité principale pour exercer ce métier serait l'adaptabilité, donc être capable de s'adapter, car on évolue dans un environnement qui est constamment changeant. Les équipages sont tous différents, les passagers ne seront jamais les mêmes en fonction des vols où vous irez, donc pareil pour les destinations. Donc chaque vol est vraiment unique. Il faut être rigoureux, consciencieux dans l'application de ces tâches, car on exerce quand même en moyenne à 10 000 mètres d'altitude, donc c'est pas rien. Et il faut être capable de réagir rapidement en cas de circonstances imprévues. Donc, des choses un petit peu plus basiques qui vont être le travail en équipe, le sens du service et les contacts humains. Concernant les possibilités d'évolution de carrière, après avoir acquis quelques années d'expérience en vol, on peut postuler à des postes de responsable de cabine. Donc, c'est un poste qui est un peu plus lié, donc, comme son nom l'indique, à la responsabilité. Il y a des prises de décision, mais aussi au management d'une équipe. Donc, on travaille en collaboration étroite avec le commandant de bord. On dispatche des tâches à l'ensemble des PNC et donc, on est amené à prendre des décisions. Ensuite, deux possibilités d'évolution. Soit les compagnies qui ont des avions permettant de faire du long courrier, donc des gros porteurs, vers le poste de chef de cabine principal, donc là où il y a un management de l'ensemble de l'équipage commercial qui inclut les chefs de cabine et les PNC. Et à titre d'information, un chef de cabine principal sur un Airbus 380, par exemple, va être amené à manager une équipe d'une vingtaine de personnes. Soit, seconde possibilité, s'orienter vers un poste d'instructeur-contrôleur. Donc, l'instructeur-contrôleur est en charge du suivi des bonnes connaissances des personnes à bord à travers des contrôles théoriques et pratiques périodiques tout au long de l'année. Maintenant, pour l'accès à la formation, il faut avoir 18 ans minimum. Il faut avoir un niveau bac, mais il faut savoir que la plupart des compagnies exigent un bac lors des recrutements. Il faut être en bonne condition physique, savoir nager et avoir un bon niveau d'anglais. Alors, attention, il ne faut pas que l'anglais soit un frein. Il y a des organismes aujourd'hui qui préparent à des diplômes d'anglais, enfin des niveaux d'anglais comme le TOEIC ou le BULAT et qui sont les droits d'entrée pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes se fient à ces niveaux-là pour pouvoir accéder à leur sélection uniquement. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le recrutement. Quand on a un diplôme, quel qu'il soit, évidemment, on s'oriente pour trouver un job et spontanément, on va se diriger vers les sociétés ou les compagnies les plus prestigieuses. Mais qui veut dire les plus prestigieuses veut également dire les plus exigeantes en termes de recrutement. Donc, on ne peut pas y aller comme ça, les mains dans les poches, en se disant ça va bien se passer, je vais obtenir mon job. Non, un entretien, ça se prépare. Donc, on peut mettre tous les atouts de son côté
en essayant de savoir comment ça se passe un recrutement, quelles sont les attentes d'un recruteur, et vraiment essayer d'optimiser sa sélection, son recrutement pour obtenir son job et pour éviter de passer à côté d'une carrière. Pour ceux qui le souhaitent, je pourrais communiquer plus tard l'adresse de mon site mail. Pour les autres, je pourrais répondre par mail ou par chat à ceux qui le souhaitent ou répondre. Je resterai disponible. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Battesti, pour votre intervention. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont encore arrivées par chat, notamment, Monsieur Battesti, quelles sont les activités précises d'un steward? Alors, pour commencer, évidemment, il y a la présentation, hein, donc on doit avoir une présentation nette et soignée, se rendre sur son lieu de travail. Donc, il y a des salles dans les aéroports qui s'appellent les salles de briefing. C'est les endroits où on va rejoindre les autres membres d'équipage pour exercer le vol du jour ou partir en rotation sur plusieurs jours. C'est là aussi le personnel va récupérer les informations. Il va collecter les informations qui vont être données par le chef de cabine en termes de présentation du vol, temps de vol, la météo, ce genre de choses. Et on va lui attribuer une tâche à l'intérieur de l'avion. Donc, avant que les passagers montent à l'intérieur de l'avion, le PNC va aller dans sa zone et vérifier les équipements de sécurité, leur présence, leur bon fonctionnement et en rendre compte à son chef de cabine. C'est ce qu'on appelle la tâche de sûreté, de sécurité, pardon. Et il va également avoir une tâche qui consiste à ouvrir tous les compartiments accessibles à bord de l'avion, à vérifier qu'il n'y ait pas un objet illicite qui ait pu être introduit. Et donc ça, c'est la tâche de sûreté. Puis la tâche commerciale, qui est donc là la tâche que tout le monde connaît, celle de l'accueil, de service et de s'assurer du bien-être du passager. Très bien. Une autre question, quels sont les avantages du métier? Est-ce qu'il est bien reconnu? Alors, les avantages du métier, c'est un petit peu un métier qui est hors norme, hein. Moi, quand j'ai commencé à exercer ce métier, quand je disais, je parle de ça il y a bien longtemps maintenant, quand je disais à mes proches, ah ben hier j'étais en Espagne, avant-hier en Irlande, demain je pars au Sénégal, j'avais l'impression en fait de les faire rêver, de les faire voyager à travers moi. Au niveau des avantages, ça reste quand même un métier qui est très enrichissant sur le plan personnel parce que on est quand même au contact de pas mal de monde, on apprend à découvrir les gens, on côtoie des personnalités. Donc, c'est un métier qui est sur le plan personnel, qui est vraiment enrichissant et qui est aussi enrichissant au niveau culturel, car à travers ce métier-là, on a la possibilité de se déplacer et de découvrir divers endroits sur la planète et de découvrir leur culture également. Concernant le métier, s'il est reconnu, pour répondre donc à cette question, c'est un métier où il y aura toujours besoin de membres d'équipage à bord, hein, avant que ça soit robotisé. Je pense qu'on sera peut-être déjà plus là. C'est un métier lors de problèmes qui ont pu être rencontrés, par exemple avec des préparations cabines sur des amérissages ou des atterrissages, où on a reconnu évidemment les compétences de l'équipage qui a aidé à faire évacuer. Je pense notamment à l'évacuation qui a eu lieu sur l'Hudson il y a quelques années. Merci pour toutes ces Je vous en prie. réponses. Eh bien, parlons de mobilité internationale dans la ligne droite du voyage. Je laisse la parole à Pauline Miranda, informatrice jeunesse, référente Eurodesk. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc en fait, il existe différentes possibilités au niveau de la mobilité européenne et internationale, et je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai fait un petit précis. Donc en fait, on peut commencer par, si on le souhaite, par une mobilité qu'on va dire au niveau des études, où là on va plutôt faire appel à Erasmus Éducation, où donc ce sera accessible pour les élèves du secondaire de vivre une mobilité plus ou moins longue avec des sections européennes, ou pourquoi pas carrément aller dans un lycée français à l'étranger. Après, ce qui est aussi possible, c'est d'aller faire des études supérieures.
que l'on soit étudiant à l'université, qu'on soit en cursus de BTS ou qu'on soit dans des écoles d'art ou des conservatoires de musique, pourquoi pas. Où là, pareil, on va pouvoir faire donc, soit une mobilité d'un point de vue études ou un stage. Ça va dépendre du cursus qu'on a choisi. On va pouvoir le faire dès la première année ou dès la seconde année et ça va varier de 2 mois à une année entière. Ce qui est aussi possible, c'est qu'après les BTS, c'est aussi d'aller étudier à l'étranger, d'aller vivre une année d'études dans un établissement scolaire. Tout ça grâce à Erasmus, via la partie Erasmus éducation. Sachant qu'à chaque fois, il y a possibilité de bourse et d'aide financière. Après, dans la partie éducation, il y a aussi une partie formation. En effet, pour tous ceux qui vont choisir plutôt la voie professionnelle, pardon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Il y a la possibilité aussi de faire un stage professionnel, plutôt dans les pays européens, dans l'année qui suit l'obtention de notre diplôme. Et pareil, ça peut aller de 2 mois à une année complète. Et pareil, idem, on peut avoir des aides financières via Erasmus. Donc, ces deux, Erasmus formation et Erasmus éducation, vont faire partie d'Erasmus études. Donc là, à chaque fois, il y a des aides, mais il y a aussi une partie jeunesse dans Erasmus. Donc, ça va être une partie qui a aussi des aides et qui va concerner plutôt du volontariat, du service civique. Donc, je vais vous en parler. Donc, en effet, il existe le corps européen de solidarité qui vont permettre à tous les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, à des jeunes qui ont aussi envie de faire une année de césure, de partir vivre une mobilité. Donc, c'est possible dans les pays européens, mais aussi des pays qui sont proches de l'Europe. Ils vont partir dans une association, faire du volontariat, 2 à 12 mois. Ça va dépendre de leur volonté. Ça va dépendre aussi de la mission qui va être confiée. Et là, dans cette partie-là, tout ce qui va être transport, hébergement, soutien linguistique, ça va être pris en charge par Erasmus. Vous dire aussi qu'il y a possibilité donc de faire un service civique à l'étranger. Donc en effet, on peut faire un service civique en France, mais on peut aussi le faire à l'étranger. Là, ça va être plutôt pour les jeunes qui ont entre 16 à 25 ans. Ça va être des missions qui vont être de 6 mois à 1 an et qui vont être plutôt dans des thématiques sur de la citoyenneté, sur de l'engagement, sur de la solidarité, une partie aussi sur l'éducation et aussi sur des thématiques sportives. Donc, on va avoir une mission à faire durant la semaine et puis le reste du temps, on va pouvoir apprendre la langue, donc on aura un soutien linguistique et on va aussi pouvoir découvrir la culture du pays où on fait ce service civique. Donc pareil, là, vu que ça fait partie d'un programme Erasmus, on a des aides sur la nourriture, sur le transport et sur d'autres choses. Il y a aussi les chantiers de jeunes bénévoles. Donc là, c'est plutôt pour des jeunes qui ont entre 14 et 30 ans, qui vont partir sur les semaines scolaires, faire participer à un chantier avec d'autres jeunes qui viennent d'autres pays, quoi. Et donc, les chantiers vont être plutôt sur de la construction, sur de la valorisation de patrimoine, sur du développement durable et puis aussi sur des questions d'animation culturelle ou de solidarité. Et donc là, il y aura peut-être des frais en charge à prendre, mais Erasmus peut aussi aider dans ces cas-là. Et puis, il existe Discover You. Donc ça, c'est un dispositif qui est assez récent. Malheureusement, il faut juste avoir 18 ans. C'est un dispositif qu'on peut faire que quand on a l'âge de 18 ans ou sur les vacances d'été. Erasmus va prendre en charge tous nos frais pour partir à la découverte de l'Europe
sur nos vacances d'été. Donc, c'est-à-dire améliorer, pourquoi pas, notre langue, découvrir de nouvelles cultures européennes. Voilà, tout ça, ça doit se passer vraiment en Europe et sur les vacances d'été quand on a l'âge de 18 ans et tous les frais sont pris en charge par Erasmus. Et il nous reste aussi faire un échange interculturel. Donc là, ça va être des associations qui vont proposer sur les temps des vacances scolaires, des échanges entre jeunes. Donc là, ça va être plutôt pour les 14, voire même jusqu'à 30 ans, de vivre une mobilité et de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur leur culture, sur ce qu'ils peuvent faire dans leur pays, vivre des moments avec eux de loisirs, mais aussi des temps de repas, des temps d'hébergement, pour vraiment échanger et partir à la découverte des autres et apprendre déjà les prémices d'une nouvelle langue. Et là, pareil, à 80%, les frais sont pris en charge par Erasmus. Et puis, il reste d'autres choses aussi qui sont possibles quand on veut voyager dans le monde. Par contre, ces dispositifs-là n'ont pas d'aide via Erasmus, mais c'est aussi possible de le faire. Donc, on va pouvoir partir en séjour linguistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir dans une famille d'accueil ou dans un établissement scolaire sur le temps des vacances scolaires pour se perfectionner dans une langue. Donc, par exemple, ça peut être en Angleterre, mais ça peut être très bien en Espagne ou en Italie. Ce sont des séjours quand même qui sont relativement chers, parce que du coup, il va falloir prendre en charge le transport, l'hébergement, la nourriture et puis c'est court. Après, il y a possibilité de partir au pair, donc c'est-à-dire être nounou dans un autre pays pour parfaire sa langue. Après, il faut savoir, faut vouloir aussi s'occuper d'enfants, d'avoir en charge des enfants qui vont nous être confiés. Et donc là, pareil, les frais de transport sont à la charge du jeune. Et puis en fait, la famille qui va engager le père va salarier la personne et puis va mettre à disposition un hébergement et les frais de nourriture vont être aussi pris en charge. Après, ce qui est aussi possible, c'est de faire du woofing. Donc le woofing, c'est-à-dire qu'on va aller chez des personnes, faire plutôt des travaux agricoles. On n'est pas rémunéré, mais par contre, on est hébergé et nourri par des personnes. Et puis, ça nous permet de découvrir la langue, d'être avec les personnes qui sont de la localité. Ça nous permet aussi que quand on n'est pas dans les champs à aider les exploitants, eh bien, on peut aller visiter et découvrir le pays. Et puis, ça permet aussi d'échanger et d'améliorer sa langue. On peut aussi partir trouver un job à l'étranger. Il existe différentes associations qui proposent des missions pour partir trouver un job saisonnier l'été. J'ai l'exemple par exemple de certains parcs d'animation qui l'été recherchent des jeunes pour la saison pour pouvoir échanger sur leur langue maternelle, mais pouvoir aussi accueillir le public ou être à la restauration ou être sur certaines machines qui sont assez faciles. Et là aussi, ça nous permet, contre rémunération, de pouvoir parler la langue, vivre une mobilité, gagner 2-3 sous l'été. Voilà, sachant que donc là, les frais de transport ne sont pas pris en charge et que l'hébergement et la nourriture, ça va dépendre de l'employeur. Après, on peut partir en PVT. Donc, le PVT, c'est un permis vacances-travail qui va être délivré par certains pays. Ceux qui le font le plus souvent, c'est l'Australie. Donc, on va avoir un permis, on va pouvoir pendant une année aller travailler, par exemple, en Australie. Et puis aussi voyager. Le V vient de vacances, mais aussi de voyager, où on va pouvoir découvrir le pays, échanger avec les personnes, parfaire sa langue,
rencontrer d'autres personnes et tout en visitant et en travaillant aussi. Sachant que les travaux qui sont confiés le plus souvent dans les permis vacances-travail, ce sont des travaux agricoles le plus souvent. Et puis, on va pouvoir aussi partir à l'aventure. Pour ceux qui le souhaitent, ils vont prendre un sac à dos, ils vont mettre des vêtements, des affaires, et puis ils vont partir comme ça, découvrir l'Union européenne ou partir à l'international. Ce dispositif demande quand même d'avoir un petit pécule de côté et de bien avoir travaillé les pays qu'on souhaitait visiter. Voilà. Et puis sinon, il y a ce qu'on appelle l'OFAGE. Donc l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand de la jeunesse qui va permettre aussi de partir en Allemagne sur des dispositifs déjà un peu cités tout à l'heure, tels que Erasmus Éducation ou Erasmus Formation, et aussi sur des choses de l'éducation sur la jeunesse, Erasmus Jeunesse. Mais cet office va donner un peu plus d'aide et d'aide financière. Et puis aussi, ils ont mis en place un dispositif qui est particulier, qui est donc des stages qui vont s'appeler Prax, où en fait, c'est plutôt pour des jeunes qui ont fini leurs études après le bac, qui ont un projet et qui vont pouvoir obtenir une bourse pour pouvoir mettre en place ce projet en Allemagne. Enfin, moi, par exemple, il y a 2 ans, j'ai accompagné une jeune demoiselle qui était dans l'univers de la mode et qui voulait savoir comment se passait, comment était la mode en Allemagne, et qui donc a fait une demande de bourse et qui a passé 2 mois en Allemagne à étudier un peu quels étaient les styles vestimentaires des Allemands. Alors, juste pour vous dire que, donc du coup, comme vous avez pu le dire, je suis donc informatrice jeunesse et référente au Eurodesk. Donc, je ne connais pas tout, mais je connais pas mal de choses sur tout ce qui est la mobilité, que ce soit sur une mobilité pour étudier ou une mobilité sur la jeunesse, et qu'il y a des sites tels que le cidj.com ou eurodesk.eu qui vont donner quand même pas mal d'informations premières si on souhaite vivre une mobilité. Et puis, il y a un site qui s'appelle move-paca.fr qui là va donner aussi pas mal d'informations sur toutes les associations qui vont accompagner tous ces jeunes qui souhaitent vivre une première mobilité, que ce soit sur des temps de vacances scolaires, mais aussi pour des études, pour une formation ou pour un travail. Merci, Madame Miranda, pour cet exposé très précis sur les différents dispositifs de mobilité internationale avec de belles perspectives et parfois du rêve. Nous avons 2 questions par chat. Donc, doit-on avoir un excellent niveau d'anglais pour partir à l'étranger sur toutes sortes de mobilités? Alors, moi, j'ai envie de dire pas forcément. Sur la partie études, ça va vraiment dépendre des études qu'on a choisies. Mais en aucun cas, notre dossier ne va pas être étudié parce qu'on n'a pas un bon niveau d'anglais. L'objectif aussi, quand on part faire une mobilité, c'est de pratiquer la langue et de la faire évoluer et de s'améliorer. Pour la partie études, mais aussi pour la partie jeunesse, on va un peu voir où on en est de notre niveau d'anglais. Et puis, quand on va finir notre mobilité, surtout pour la partie éducation et sur la partie jeunesse, on va avoir un petit bilan pour voir si on s'est amélioré. Je pense aussi principalement à quelqu'un qui souhaiterait par exemple faire du volontariat ou un service civique. Il y a certains jeunes qui viennent me voir qui me disent moi j'ai vu une mission qui me plaisait en Italie, mais je parle pas l'italien. Eh bien, pas de souci en fait. Les missions c'est 24 heures par semaine. Donc du coup, ça laisse largement le temps le matin d'apprendre l'italien, d'apprendre la langue dans le pays dans lequel on va. Et puis l'anglais, comme ça a été dit tout à l'heure par les autres consultants, c'est certes une langue universelle, mais si besoin, on va avoir aussi des cours pour
pour s'améliorer en langue. En aucun cas, la langue, ça doit être un frein. Sachant que de toute façon, c'est tout ce qu'on apprend en pratiquant. Et plus on va parler, et plus on va pratiquer, et plus on va aller vers les autres, et bien plus on va s'améliorer dans la langue, en langue. Très bien, merci. Une autre question, peut-on partir dans n'importe quel pays? Alors, pour Erasmus études, par exemple, il va falloir des ententes entre les établissements scolaires. En premier lieu, c'est plutôt tout ce qui est Union européenne. Et puis après, si on va partir plus sur une licence ou sur un master, ça va être, on va pouvoir aller vers d'autres pays à l'international. S'il y a des ententes au niveau des établissements universitaires. Et puis pour tout ce qui est sur la partie jeunesse, ça va être quand même principalement dans l'Union européenne, selon certains dispositifs. Et puis d'autres, ça va être vraiment des pays voisins à l'Union européenne. Et puis pour tous les derniers que j'ai pu citer comme dispositif tout à l'heure, qui est plutôt dans le voyager dans le monde, et bien là, il n'y a pas d'aide et on va voyager là où on a envie. Très bien. Eh bien, cette table ronde touche à sa fin. Je remercie très chaleureusement les participants et j'invite tous les élèves et les visiteurs de profiter pleinement de ce forum virtuel AFFC 2021.